Chers collègues, quelle ponctualité. Nous pouvons commencer avant même les 5 minutes qui permettaient à tout le monde de rejoindre ce conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous. Vous voyez une photo s'afficher derrière moi, car je tenais, en ce début de conseil municipal, à rendre un hommage au professeur Daniel Bidault, président du comité scientifique de l'espace des sciences de Morlaix. Il était de longue date investi dans la vulgarisation et la diffusion de la culture scientifique. Il a été une des chevilles ouvrières du projet d'espace des sciences à la Manu. Morlaix n'était pas un hasard pour Daniel Bidault. Il y était né en 1944 et sa mère, veuve de guerre, fut ouvrière à la Manu. Depuis 2007, au sein du comité scientifique, mais également dans les écoles de Morlaix, avec sa valise de l'énergie, Daniel Bidault a soutenu la culture scientifique, un bien commun qui nous libère de l'ignorance. Nous présentons donc à nouveau nos condoléances à ses proches, en sachant que sa mémoire vivra au sein de l'espace des sciences de Morlaix. Morlaix n'a jamais été indifférente aux troubles du monde, et je vous associe fraternellement à tous ceux frappés par le séisme en Turquie et en Syrie, bientôt 18 000 morts recensés à cette heure. Et dans un autre domaine qui touche à l'éducation de nos enfants, la direction académique nous a informé du projet d'une fermeture d'une classe bilingue à l'école du Pont-Ben. À côté des parents, nous restons évidemment mobilisés pour éviter cette fermeture. Chers collègues, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal par l'appel. Jean-Paul Vermeau, je suis présent. Ismaël. Présent. Catherine Tréanton. Présente. Yvon Laurence. Présent. Nathalie Barnet. Présent. André Laurent. Présent. Valérie Scatolin. Frédéric Laminotte. Présent. Laetitia Tosser. Présent. Jérôme Plouzen. Présent. Françoise Keinec. Présent. Patrick Gambache. Présent. Marie-Françoise Madec. Présent. Patricia Stéphan. Présent. Amada Zoubeiri. Élise Kérébel, pouvoir à André Laurent qui s'est déjà signalé. Catel Salazar. Présent. Henri Merlin, Gaba Ngaba, pouvoir à Yvon Laurence qui s'est également signalé. Édith Fer. Présent. Camille Thomas, pouvoir à Christelle Breton. Présente. David Guillaumard. Ouais. Christelle Breton, présente. Ghislain Guingamp. Maëla Burlot, pouvoir à Patrick Gambache qui s'est signalé. Jolane Faucheur. Eugène Davillers-Caradec. Jean-Charles Pouliquin. Georges Oregan. Charlotte Julie. Christophe Stewart. Marie Galouedec. Serge Moulec. Sabine Duval-Arnoux qui a prévenu d'un léger retard et qui en attendant a donné pouvoir à Georges Oregan. J'ai demandé et elle l'a accepté à Patricia Stéphan d'être secrétaire. Petite information, désormais le secrétaire depuis quelques mois doit systématiquement venir le lendemain signer l'ensemble des délibérations du conseil municipal et à chaque fois que nous sollicitons quelqu'un, nous vérifions qu'il est bien disponible le lendemain pour signer l'ensemble de ces délibérations. Le premier point appelle à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 décembre 2022. Y a-t-il des commentaires? Je l'attendais. Georges. Mais mon premier commentaire, ce sera une petite rectification. Donc ce ne sera pas un commentaire en soi. C'est page 21, il s'agit du forfait communal. La 4e ligne, il faut dire, suite à une petite réalisation dans le service, calculer le forfait départemental, c'est le forfait communal à ce stade-là. Donc ça, c'est la petite remarque de forme. Et pour le reste, c'est sur la réponse que M. le maire m'avait apportée sur mes observations concernant le choix fait au départ du calcul du forfait en retenant le forfait départemental. Vérification faite, la commune n'avait pas le choix entre le forfait communal et le forfait départemental. Le forfait départemental ne s'appliquant qu'aux communes n'ayant pas la chance d'avoir une école publique sur leur territoire et donc il doit bien avoir un élément de référence, quel est son contrat, pour verser le dit forfait. Nous avons mis un peu à mal le contrôle de légalité,
puisqu'effectivement, le seul texte qui existe, c'est le Code de l'éducation dans son article L442-5-1. Hein, et cette seule différence ne fait donc que référence, excusez-moi hein, la doublette sur le mot, hein, au calcul de la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune. Nous avons donc interrogé quelle était la situation dans le Finistère. Des communes disposant d'écoles privées adoptent le forfait départemental sans être retoquées par le contrôle de légalité. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, nous pourrions adopter l'un ou l'autre des forfaits. Nous avons donc décidé, faute de réponse précise, que ce soit de l'Éducation nationale ou du contrôle de légalité, de poser une question par l'intermédiaire d'un des parlementaires qui a accepté au ministre de l'Éducation nationale pour préciser quelle doit être l'adoption du forfait. Hein, je crois que nous servirons à l'ensemble des collectivités avec une réponse claire et précise. Mais le doute subsiste. Voilà. Et pour l'avenir, ça sera clair pour tout le monde. Merci Georges. S'il n'y a pas d'autres interventions sur l'adoption du compte-rendu, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Merci. Sur les décisions prises par délégation depuis le dernier conseil municipal, avez-vous des questions? Sur la prise d'acte, puisqu'il faut prendre acte qu'elles vous ont été données, ces délégations, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Le premier point à l'ordre du jour appelle à l'élection d'un adjoint au maire, hein, puisque par courrier du 20 janvier, le préfet a accepté la démission présentée par Ismaël. Et je lui donne la parole tout de suite. Chers collègues, je voudrais d'abord, avant que Jean-Paul présente la prochaine délibération, voilà, affirmer l'apport de Patrick Gambache tout au long de ces derniers 2 ans et demi. Sa disponibilité, sa force de travail, force tranquille, proximité, efficacité, des qualités humaines et politiques qui en feront, je l'espère, si vous en décidez ainsi, un excellent premier adjoint et adjoint finances ressources humaines. Avec Patrick, nous travaillons de manière étroite ensemble sur mes 2 délégations principales aux finances et aux ressources humaines depuis 2 ans et demi. Et j'ai pu moi-même réaliser l'ampleur de ces qualités pour la mission qu'il va probablement occuper à partir de ce soir. Pour ma part, je suis resté concentré et appliqué à mes délégations jusqu'au bout, hein, jusqu'à ma démission qui est intervenue fin décembre et puis même après. Et notamment dans ma délégation d'adjoint à finances, qui était ma délégation principale, puisque sur les questions de personnel, c'était Patrick Gambache qui avait la signature principalement, même si on travaillait l'un et l'autre à cette délégation. Je voudrais remercier les directeurs et les directrices de service, notamment la directrice finance Valérie Auger, la directrice de ressources humaines Florence Gaillard-Chétal et le directeur de la cuisine centrale Monsieur Massy, et les agents de ces services, et j'oublie la DGS évidemment, pour leur disponibilité, leur efficacité. Donc évidemment, je vais rester travailler avec eux, puisque je garderai une délégation sur les finances, les ressources humaines et la cuisine centrale, notamment. Donc il ne s'agit pas de ma part d'une mise en retrait de la majorité ni de mes fonctions municipales, mais plutôt d'un rééquilibrage de la place de ces fonctions municipales dans ma vie politique et dans ma vie tout court. Donc je reste présent dans la majorité dans mes délégations. Venons maintenant aux raisons de ma démission de mon poste de premier adjoint et d'adjoint finances ressources humaines. C'est essentiellement ça, des difficultés peut-être à se démultiplier sur toutes mes responsabilités, sur toutes mes tâches, sur toutes les missions qui m'ont été confiées. J'ai été élu, ce qui n'était pas prévu initialement, conseiller départemental en juin 2021, avec d'ailleurs le soutien des conseillers départementaux sortants, Jean-Paul Vermeau et Solange Crégnoux, et avec pour binôme Gaël Zanegui.
Donc ça s'est rajouté un petit peu à ma charge politique. Je suis aussi responsable départemental d'une organisation politique dynamique et qui compte beaucoup d'adhérents, qui a un congrès au mois d'avril prochain. Et je souhaite d'ailleurs rester conseiller départemental de cette organisation politique, et je suis également membre de son conseil national et également conseiller communautaire. Donc ça faisait beaucoup de fonctions politiques, et une des raisons aussi de la réduction, du choix de réduire mes responsabilités à la ville de Morlaix, c'est le fait que j'ai jamais voulu abandonner ma fonction professionnelle. Voilà, j'adore mon métier de documentaliste en collège. J'aime le contact avec les jeunes, les enfants. D'ailleurs, j'ai plusieurs enfants de collègues élus dans mon collège. Et c'était important pour moi, pour mon équipe de vie personnelle, de garder ces fonctions-là. Et à un moment donné, les journées ne faisant que 24 heures et les semaines 7 jours, il fallait faire des choix. Donc j'ai fait ce choix-là. Je reste évidemment investi dans la vie politique municipale, dans la vie politique locale. Et je souhaite très fortement que notre majorité Morlaix Ensemble honore le programme pour lequel elle a été élue en 2020. Et je m'y attellerai à mon poste avec mes collègues. Et puis les défis qu'on a à relever sont nombreux, et donc vous me trouverez toujours concentré pour les relever. Merci beaucoup Ismaël. Permettez-moi à ce moment de souligner qu'en plus Ismaël a sauté en voiture pour rejoindre le conseil municipal. Je dis sauter en voiture puisqu'il était aujourd'hui même en session départementale, et que sa journée d'élu est particulièrement dense aujourd'hui entre le conseil départemental et le conseil municipal. Un petit mot, vous savez, souvent les élus, nous sommes critiqués, voire même un peu plus. Mais je voulais souligner, en m'adressant à Ismaël, mais à vous tous également, la noblesse de cet engagement. Si on le faisait pour l'argent, ça se saurait. Je crois qu'on en a tous parfaitement conscience. Mais c'est un mot particulier pour Ismaël, mais à l'adresse de l'ensemble des conseillers municipaux réunis ici ce soir, il est noble de s'engager dans la vie politique, il est noble de poursuivre ses engagements, et c'est sous le sceau de cette noblesse que nous procédons aux opérations de vote, mais vous l'avez perçu, dans une continuité de la mobilisation d'Ismaël au sein de notre majorité et de la continuité de son action qu'il mène depuis bientôt 3 ans avec Patrick Gambache, en switchant les 2 postes, mais en conservant ces 2 conseillers municipaux sur le champ des délégations RH, finances, police municipale, gestion de la cuisine centrale et de l'économat, un vaste champ d'activité. Y a-t-il des interventions? Georges? Juste une petite chose, c'est que, comme l'a souligné Ismaël, concilier vie professionnelle et vie d'élu n'est pas une chose facile, notamment pour les adjoints. Et que, effectivement, je fais partie des gens qui se demandaient comment on pouvait cumuler tant de fonctions à l'heure d'aujourd'hui. Avant, effectivement, il y avait toujours des petits arrangements, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce que je regrette, par contre, effectivement, c'est que dans la continuité d'une action menée, même si, effectivement, il y avait une grande proximité entre Patrick et Ismaël, c'est que ce sera le 3e premier adjoint à la ville de Morlaix, et que peut-être que dans les contacts et relations avec d'autres structures, d'autres communes, ça peut être un petit handicap, peut-être. Je crois que je peux véritablement vous rassurer. Ismaël l'a dit, il reste mobilisé dans l'action de la commune. Il reste d'ailleurs conseiller communautaire. Et je crois que le risque, objectivement, n'existe pas de difficultés potentielles avec certains de nos partenaires. Voilà. Dès lors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, nous allons devoir organiser les opérations de vote. Nous avions l'occasion de choisir le plus jeune, mais il a délégué au 2e plus jeune de l'équipe le fait de procéder aux opérations concernant notre vote et le recueil de nos votes dans l'urne. C'est Jolane Faucheur que je vais appeler à l'urne pour qu'elle puisse circuler avec
Magali, je crois. C'est bon? Ah, il nous faut, avec Magali, un deuxième assesseur. La dernière fois, nous avions pris, je crois, la plus jeune de l'opposition. Je crois, Charlotte, que c'est toujours vous. si vous voulez, est-ce que vous voulez bien nous accompagner dans ces opérations de vote? Donc, les deux assesseurs étant sélectionnés, j'ai, vous l'aurez bien compris, le plaisir de proposer la candidature avec son aval, évidemment, de Patrick Gambache à ce poste. Y a-t-il à ce moment d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Vous avez sur votre table une enveloppe avec 2 bulletins. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez évidemment, avant de voter, passer dans l'isoloir qui est à votre disposition. Pour voter blanc, vous prenez un bulletin sans rien inscrire. Pour voter pour Patrick Gambache, vous écrivez son nom, G-A-M-B-A-C-H-E. Vaut mieux toujours réviser dans ces moments-là pour lui donner votre suffrage. Et vous émargerez sur la liste quand vous aurez voté. Magali, on va faire signer tout de suite Jolane et Charlotte, comme ça. Jolane et Charlotte viendront avec leur bulletin de vote et seront les 2 premiers à déposer leur bulletin de vote dans l'urne. Alors, pour ceux qui ont des pouvoirs, ils ont 2 enveloppes et ils votent 2 fois. Une fois chacun, oui. 2 bulletins pour soi-même et son pouvoir. Vous êtes taquin, monsieur Laurent, ce soir. Jolane, on y va? Charlotte, pour l'instant, ce n'est pas la peine de faire tout le tour avec Jolane, vous le rejoindrez pour le dépouillement. Donc, le vote de Jolane qui a déjà signé et le vote de Charlotte qui a également signé. Je vois qu'il y a des réflexes qui se sont pris depuis le début du mandat. Charlotte, on commence par Charlotte, comme elle a déjà signé, qu'on soit sûr de ne pas commettre d'erreur. Bon, les opérations se font devant nous. Il faudrait vraiment être... On va pas mettre le cadenas, Il faudrait vraiment que, sous l'œil de la caméra, en plus, il faudrait vraiment qu'on n'ait pas de chance. On reprend l'ordre de la liste une fois que les 2 assesseurs ont voté. Je signe d'abord? Non, ou après, non? Une fois que j'ai voté. On inscrit son nom
sur un des billets.
Alors vous énoncez à voix haute chaque vote et derrière moi, les services s'occupent de faire le décompte. C'est parfait. Merci, sous couvert
du secrétariat général. On peut donc annoncer 7 blancs et 26 voix pour Patrick Gambache, si je ne me trompe. « 26. Et donc, on peut proclamer l'élection de Patrick Gambache au poste de premier adjoint. Et bien évidemment, avec la fonction, on va l'attribuer de celle-ci. On ne demandera peut-être pas de la garder jusqu'à l'issue. Félicitations. Et puis, bonne application dans la fonction. Merci à tous. Voilà, je suis désolé de vous avoir affligé cette petite vie avec le nom aussi souvent dit. Merci à vous, en tout cas, c'est à la hauteur de la tâche. Merci. Ismaël, si tu veux venir participer. Et messieurs, si vous voulez. Wendal, quand même, dans le passage de relais. Merci Charlotte, merci Jolane d'avoir procédé aux opérations de vote. Nous allons pouvoir reprendre le cours de ce conseil municipal avec la délibération concernant le cœur d'agglomération, structuration et développement de la mutualisation. Il y a quelques modifications, je vais vous les expliquer sommairement. Même pas sommairement, je vais vous les expliquer. Et c'est pour cela que vous avez sur table une version corrigée du cœur d'agglomération, puisque le travail s'est poursuivi jusqu'à ces derniers jours avec les communes de Saint-Martin-des-Champs et de Plourin-les-Morlaix. Nous avons convenu, avec les communes voisines de Saint-Martin-des-Champs et de Plourin-les-Morlaix, de mettre en place une coopération renforcée de nos 3 municipalités pour, comme le dit la délibération, trouver des complémentarités, disposer de plus de soutien technique, identifier les actions nouvelles pouvaient faire l'objet d'économies d'échelle et pour très clairement s'engager à l'échelle du cœur d'agglomération sur un certain nombre de thématiques de rapprochement de nos trois collectivités. De manière générale, les fonctions ressources, conseils, ressources humaines, informatique, achats, commandes publiques, analyse juridique, les services techniques également, ou de sécurité, comme la gestion des espaces verts, des espaces publics, la police municipale, et les politiques publiques, on en parlait encore il y a quelques instants, comme la restauration collective, la gestion de l'animation et des activités périscolaires, les équipements culturels et de loisirs, la gestion de l'accueil des personnes âgées, 3 petits points. C'est donc un vaste travail de rapprochement que nous voulons mener au sein de ce pôle aggloméré. Et cette délibération sera prise prochainement dans les conseils municipaux de Saint-Martin-des-Champs et de Plourin-les-Morlaix. Cette démarche fera l'objet de l'adoption conjointe d'une charte d'objectifs basée sur un diagnostic et des enjeux partagés déclinant une programmation d'action. C'est bien la volonté des trois municipalités que d'avoir une phase très opérationnelle et très active de travail et de rapprochement de nos différentes collectivités. Il y a un passage qui n'a pas fait consensus et que vous avez vu disparaître du premier projet, c'est l'amélioration de la cohésion et de la solidarité au sein du territoire. Le 4e paragraphe du chapitre « Une coopération renforcée entre les communes du cœur d'agglomération » permettrait deux points, puisque ce paragraphe signalait que le pôle aggloméré, si on prend les 3 communes, serait la 8e agglomération de Bretagne. La volonté partagée avec Saint-Martin-des-Champs et Plourin-les-Morlaix, ce n'est pas d'être dans le déclaratif qu'aurait pu sous-tendre ce paragraphe qui a été enlevé, mais bien d'être dans une phase très opérationnelle de travaux, de rapprochement, d'éventuelles mutualisations, d'éventuels partages d'outils communs, pour que l'on ne soit pas dans des déclarations d'intention, mais dans les mois qui viennent,
Et en tout cas, le travail débuterait à l'issue de l'adoption des délibérations dans les mois qui viennent et tout au long de l'année 2023 et au-delà, dans une phase de rapprochement intensive de nos collectivités. Nous faisons bien évidemment référence au projet de territoire de Morlaix Communauté, puisque c'est un des axes qui a été adopté dans le projet de territoire qui avait été adopté à l'unanimité des conseillers communautaires. Et donc avant de procéder au vote, le débat s'ouvre sur cette délibération que j'avoue présenter avec l'appétence du travail qui nous attend. Non pas une satisfaction, on pourrait le dire, mais je crois que ce qui pourrait bien évidemment évoluer dans les mois qui viennent, au-delà du rapprochement, c'est également s'assurer que le service public au sein du cœur aggloméré puisse gagner en solidité et en déploiement à l'échelle de ce cœur aggloméré. Le débat s'ouvre, chers collègues. Non, je n'ai pas souligné que la Commission des affaires générales avait émis un avis favorable à l'unanimité. Jean-Charles. Merci, Monsieur le maire. C'est vrai que c'est une longue histoire que celle du rapprochement de Morlaix avec les communes voisines. On se souvient de plusieurs épisodes comme les projets de fusion qui n'ont pas débouché, le projet de district aussi en son temps, la création du CIVOM, la création effective du CIVOM Morlaix-Saint-Martin-des-Champs il y a plus de 50 ans, c'était le premier en Bretagne et qui a apporté un réel service à la population. La communauté d'agglomération permet certes des mutualisations, mais et parfois un fonctionnement plus cohérent au niveau du territoire, mais le rapprochement des communes sur leurs compétences permet aussi plus d'efficacité et permet également de répondre à d'autres enjeux encore. Donc si on peut se féliciter de cette démarche unanimement, il faudra aussi, vous l'avez souligné, Monsieur le maire, être vigilant à ce que cela ne reste pas au stade des intentions, mais que cela se traduise effectivement en actes, en réalisation, avec toujours, bien sûr, comme objectif des économies, une meilleure efficacité et puis l'amélioration continue du service rendu à la population. Merci Jean-Charles. Vous l'avez dit, l'histoire est longue. On a exhumé il y a quelque temps des débats des conseils municipaux de Plourin et de Morlaix. Ils dataient de 1959, encore un peu avant le CIVOM, où à l'époque il y avait une proposition du conseil municipal de Plourin-les-Morlaix de fusionner avec Morlaix, ce qui avait été refusé à l'époque. Alors on a fait un certain nombre de travaux. Je crois que ce qui nous engage dans cette démarche véritablement, c'est que, quoi qu'on en dise, nos destins sont liés. La plupart de nos concitoyens vivent ensemble sur un territoire qui est cohérent, et je crois que véritablement nous devons travailler, avant même de parler, puisque c'est ce qui sous-tend un peu toute cette discussion d'un grand Morlaix, je crois que toutes les étapes que nous pourrons franchir en termes de rapprochement seront les bienvenues pour nos concitoyens. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues, sur le sujet? Eh bien, s'il n'y en a pas, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, chers collègues, je vous remercie et le travail nous attend avec les équipes de Plourin-les-Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs. Dans les sujets qui avancent également, c'est la délibération suivante sur la prise de compétences, construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire par Morlaix Communauté. Cette délibération a été votée également à l'unanimité du Conseil communautaire, mais doit faire l'objet de délibérations conjointes à la majorité qualifiée au moins 2/3 des communes comptant au moins 50% de la population de Morlaix Communauté, ou au moins la moitié des communes comptant au moins 2/3 de la population, puisque ces délibérations conjointes sont nécessaires pour que s'ouvre le débat au sein de Morlaix Communauté sur le périmètre de cette nouvelle compétence. À l'heure actuelle, sur le champ culturel et sportif, Morlaix Communauté intervient déjà, mais sa compétence est nominativement limitée à la gestion pour les équipements sportifs de la piscine communautaire et pour les équipements culturels de la Manu. Donc pour envisager d'éventuelles nouvelles prises
nouvelle prise de compétence, il nous faut évidemment que les compétences de la communauté puissent évoluer. C'est le débat qui s'ouvrira quand nous aurons atteint la majorité qualifiée. Et Morlaix pèse véritablement dans cette majorité qualifiée au vu de notre population communale. Donc il était important que sans attendre, nous puissions délibérer sur le sujet. Il y a des équipements fléchés par 3 rapports de la Chambre régionale des comptes. 3 équipements nominativement fléchés, qui sont l'Angolvas, le théâtre et le musée. Et la CRC nous engage aussi à engager un travail, non pas sur un seul équipement morlaisien, mais sur l'ensemble des piscines communautaires. Ce qu'on avait un peu mis de côté pour le moment et qui doit faire aussi l'objet d'un travail préparatoire pour voir quel pourrait être, et j'emploie le conditionnel, puisque il y a encore un certain nombre de démarches à aboutir, quel pourrait être le nouveau champ de cette compétence sur les équipements culturels et sportifs de Morlaix Communauté. En tout cas, cette délibération nous demande d'approuver la prise de compétence telle qu'elle a été édictée pour que le travail puisse commencer au sein de Morlaix Communauté. Chers collègues, y a-t-il des interventions? Georges? Je vais donc redire ce que j'ai dit lors de la mandature précédente à Morlaix Communauté et dans ce conseil et la dernière commission des affaires générales, c'est que ce serait logique, s'il y a 3 équipements morlaisiens fléchés, qu'un équipement saint-martinois, le Redour en l'occurrence, soit également fléché. D'autant que si on parle de mutualisation de 3 communes, là, c'est ce Redour, c'est vraiment un équipement structurant dont il serait surprenant qu'il ne rentre pas dans ce cadre-là. Je n'ai donné la liste que des équipements qui étaient mentionnés dans les rapports de la CRC. Dans les débats, mais sans trahir le cheminement démocratique des débats à venir, mais dans les échanges que l'on a sur cette question, il y a un équipement qui s'est aussi développé ces dernières années, c'est très clairement le Roudour. Et il y a quelques échanges qui effectivement identifient le Roudour comme un autre équipement à dimension communautaire. Mais le débat doit avoir lieu, la compétence doit être votée, formalisée au sein de Morlaix Communauté, avant qu'on puisse dire et qu'on puisse très clairement flécher les équipements qui pourraient rejoindre le giron communautaire. Et après, une fois qu'on aura dit ça, il y a un passage qu'on connaît bien où se discutent les questions financières également, c'est la fameuse CLECT, Commission locale de l'évaluation des charges transférées, qui débattra des conditions financières de ces transferts. Donc il y a encore de longs mois de travail sur cette question du transfert des équipements, mais cette délibération est un moment important pour le différent cheminement du processus délibératif. S'il n'y a pas d'autres interventions, chers collègues, sur cette délibération, donc approuvant la prise de compétence en matière de construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire par Morlaix Communauté, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Merci. Je vais pouvoir céder la parole à André Laurent sur la gratuité des salles de l'Angolvas aux associations caritatives. Le micro, André. Concernant la gratuité des salles de l'Angolvas, au vu de l'avis favorable du du bureau municipal du 5 janvier 2023, considérant la mobilisation des associations caritatives et les actions de solidarité mises en œuvre en faveur des personnes les plus démunies, considérant la situation sanitaire et sociale, l'aggravation de la pauvreté et l'augmentation des personnes accueillies, considérant que la ville de Morlaix souhaite soutenir les associations caritatives et leurs bénévoles dans leurs actions qui impactent leurs charges financières, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à
Accorder la gratuité des salles de Langolvas aux associations caritatives d'utilité publique domiciliées sur le territoire communal. Cet acte sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de légalité. Donc c'est une demande qu'on avait faite et on n'avait pas envisagé cette chose-là au dernier conseil municipal du 5 décembre et c'est venu depuis avec peut-être les premiers à venir seraient le secours populaire, au niveau départemental, qui viendrait pour la première fois pour une utilisation gratuite des équipements pour une rencontre. Voilà. Au vu de ce à quoi doivent faire face les associations caritatives, puisqu'on a une augmentation sensible de la fréquentation, nous réunissons régulièrement ce qu'on a appelé la conférence des associations caritatives. Elles nous ont sur Morlaix toutes confirmé une augmentation, quand je dis sensible, forte de la fréquentation avec un certain nombre de nouveaux bénéficiaires. Donc ça nous a amené collectivement à débloquer un fonds d'aide exceptionnel en décembre au niveau de Morlaix Communauté. Mais il nous semblerait, dans ce contexte particulier, mais même sans ce contexte, dommage que nous dussions obliger les associations à payer la location de Langolvas. C'est une aide en nature qui peut leur permettre d'assurer leur fonctionnement. Y a-t-il des prises de parole sur le sujet? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On parlait de rapprochement de 3 communes au sein du chleur aggloméré. Il y en a d'autres qui se produisent également entre la commune et l'agglomération. Le premier volet ce soir, c'est la délibération concernant la convention d'entretien d'espaces communautaires par la ville de Morlaix. En effet, une réflexion a été menée donc, entre la ville de Morlaix et l'agglomération pour offrir sur le territoire de Morlaix des prestations homogènes d'entretien d'espaces verts et de propreté sur le domaine public de la ville de Morlaix et sur le domaine privé, ouvert au public de Morlaix Communauté. Donc Morlaix Communauté souhaite donc confier à la ville de Morlaix le soin d'assurer les missions permettant le bon état de propreté et d'entretien des espaces verts de l'ensemble des espaces communautaires ouverts au public de Morlaix. Donc, les espaces concernés sont le pôle d'échange multimodal au niveau de la gare routière, la manufacture des tabacs, la maison de la mer, Viséo en parking intérieur et la chaufferie bois. Le montant de cette prestation a été évalué à 191 102 € et la présente convention entre en vigueur dès signature de la convention 2023 pour une durée de 5 années consécutives. Le conseil municipal est donc sollicité afin d'approuver les termes de la convention d'entretien et autoriser le monsieur le maire à signer la présente convention. La commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 31 janvier 2023, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Il faut dire que la qualité du travail de nos jardiniers, effectivement, place à un niveau extrêmement haut nos espaces verts. Et c'est vrai que pour assurer dans les espaces publics, qu'ils soient communautaires ou municipaux, une véritable homogénéité du traitement de ces différents espaces, cette convention est la bienvenue, mais signe, quoi qu'on en dise, une véritable reconnaissance du travail des services techniques. Monsieur le directeur, vous pourrez leur renouveler, puisque je crois que c'est une habitude, leur renouveler nos félicitations pour la qualité de ce travail. En outre, cette convention permet également de renforcer les équipes, puisque 2 jardiniers ont été, je crois, sont en cours d'embauche pour assurer le suivi avec les équipes municipales de ces nouveaux chantiers. Pour certains, il y a déjà une phase, alors qui n'est pas dans la convention, de remise à niveau, je pense aux espaces de la gare, notamment, qui méritent d'être totalement réhabilités avant de pouvoir en assurer l'entretien et surtout d'avoir une qualité des espaces verts publics unanimement reconnue, que ce soit sur les espaces communautaires ou municipaux. Voilà. Y a-t-il des interventions, chers collègues? Donc, voilà, un exemple de rapprochement efficace de nos collectivités. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions?
Nous continuons avec un deuxième exemple ce soir, qui est la convention de mise en place de services communs entre Morlaix-Co et la ville de Morlaix. Oh pardon, je suis allé trop vite. Il y a une... Oui, on a l'espace de 125 000 €. On a avant cette deuxième convention, ce deuxième exemple de rapprochement, la cession d'une maison d'habitation, Jérôme. Oui, c'est une cession d'une maison d'habitation. Donc la ville de Morlaix a été désignée légataire universel par M. Noël Jolivet d'une maison d'habitation située aux 5 rue de Kerskov à Morlaix et cadastrée section AK numéro 552 et 768 pour une contenance cadastrale de 1063 mètres carrés. Eu égard à sa localisation et à son état général, la ville de Morlaix envisage aujourd'hui de vendre cette propriété meublée au prix de 125 000 € net vendeur. Les frais notariés et les honoraires de négociation sont à la charge des acquéreurs. Considérant que des acquéreurs se sont manifestés et ont signé une promesse d'achat en date du 17 décembre 2022 au prix de 125 000 € net vendeur, le conseil municipal est sollicité pour donner son accord. À titre indicatif, le pôle d'évaluation domaniale a apprécié la valeur vénale du bien subdivisé à 116 000 €. Ouais, Ismaël. Pardon. Je me souviens pas qu'on l'ait fait en fait en conseil municipal, mais remercier Monsieur Jolivet. Il était cantonnier à Ploujean. Ah oui, d'accord, voilà. Redis-nous Et l'histoire. en fait, l'histoire est un peu amusante parce que, alors je ne sais pas si ça va contenter tout le monde, mais au début, il pensait donner du coup, ses biens après son décès au diocèse. Et en fait, c'est un membre de sa famille, Monsieur Nohan, qui était Robert Nohan, qui travaillait aussi pour la ville de Morlaix, qui l'a convaincu de léguer ses biens, sa maison, à la ville de Morlaix, pour laquelle il travaillait lui-même. Tu nous l'avais dit, mais ça mérite d'être rappelé et de souligner la mémoire et de remercier une nouvelle fois M. Jolivet pour son legs à la ville de Morlaix. Y a-t-il des interventions sur cette question? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On arrive au deuxième exemple de rapprochement entre deux collectivités, Morlaix-Co et la ville de Morlaix, sur la mise en place de services communs sur la cellule des affaires foncières et l'application du droit des sols. Alors, Morlaix Communauté a créé en 2022 un tout nouveau service de planification du foncier afin de constituer une cellule à même de gérer les affaires foncières de la collectivité et celles de la ville de Morlaix en dehors de tout transfert de compétences. En effet, pleinement investi dans le programme Action Cœur de Ville, Morlaix ambitionne de réinventer sa centralité en s'appuyant sur des fondamentaux et ses atouts historiques. Les projets d'aménagement concomitants nécessiteront des actions foncières décisives, le fléchage d'une partie de la cellule foncière dédiée à ce projet et d'autres seront un atout pour la ville de Morlaix. L'objectif de cette mise à disposition est donc d'assurer les missions d'action foncière liées aux politiques d'aménagement de la ville, d'une part, et de déplacer le guichet mairie de l'application du droit des sols au siège de Morlaix Communauté, d'autre part. Le déménagement du guichet mairie de l'application du droit des sols permettra aux habitants de la ville de trouver en un même lieu ressources, tous les renseignements et tout l'accompagnement possible sur leur dossier d'urbanisme. Dans le cadre de l'instruction des dossiers, effectif depuis le 1er octobre 2022, ce rapprochement de guichets est rendu possible du fait de la situation du siège sur la commune de Morlaix. Aussi, il est proposé au conseil municipal que la ville de Morlaix adhère au service commun cellule des affaires foncières et d'application du droit des sols de Morlaix Communauté. Adhésion matérialisée par une convention. Donc, en numéro 1, vous avez sur la partie foncière le principe qui doit être notamment sur la prise en charge par la ville de Morlaix de la rémunération correspondant à 2 équivalents temps plein. Je vous laisserai libre choix de lire la suite. Et sur la partie numéro 2, pour l'application ADS, donc application au droit des sols, de la continuité d'instruction des dossiers d'application des droits des sols à Morlaix Communauté, effective depuis le 1er octobre 2022. La charge financière correspondant à cette ETP sera supportée par la ville de Morlaix. Il nous aurait semblé malvenu auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens de faire venir au service technique alors que les services sont désormais installés à Morlaix Communauté. Quand Morlaix, nous avons adhéré, nous étions encore en 2020 2 communes à ne pas adhérer au service qui avait été créé pour l'instruction des droits des sols au niveau de Morlaix Communauté et qui engageait 24 des 26 communes de la communauté. Nous l'avons depuis
rejoint pour que l'instruction du droit des sols soit désormais effectuée au sein de Morlaix Communauté. Dès lors, maintenant, l'accueil se fera également au sein du service de communauté. Et sur la cellule foncière, quand nous avions voté cette création de cellule foncière nécessaire à l'action de Morlaix Communauté, les postes ont été diffusés et nos agents, de par leurs compétences, ont postulé et ont tous été recrutés à Morlaix Communauté. Donc nous nous retrouvions sans agents communaux pour continuer l'activité foncière de la ville. Dès lors, s'ouvraient deux voies possibles pour la ville de Morlaix: reconstituer un service ou alors négocier un service commun avec Morlaix Communauté, sachant que les agents nouveaux embauchés de Morlaix Communauté connaissaient parfaitement les affaires de la ville. Et comme me le dit encore régulièrement Jérôme Plouzen, dans la continuité du suivi des différentes opérations en cours, je vais désormais à Morlaix Communauté, mais j'ai le même niveau d'expertise. En plus, ce niveau d'expertise, et moi j'en suis ravi, bénéficie désormais aux 25 autres communes de la collectivité, et c'est à partir du service public communal que nous créons, ce service public communautaire, et que nous y adhérons par le biais d'une convention qui permet une refacturation au réel de notre activité, c'est-à-dire quand on aura une facturation en fonction de l'utilisation du service communautaire, tant sur le foncier que sur l'ADS, qui permet également au niveau communautaire d'avoir une bonne correspondance entre les charges des uns et des autres et leur utilisation par le service communautaire. Donc c'est aussi une forme de bonne gestion des relations sur le foncier et sur le droit des sols. Voilà pour la présentation de la délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Alors on a cette chance, nous aussi, pour nos concitoyens, que l'accessibilité du service physique reste sur le périmètre de la commune. Ce qui, en plus, en termes quand même de qualité d'accès au service public, pour les Morlaisiennes et les Morlaisiens, change l'adresse entre Kernéguès et la Manu, mais reste dans le périmètre de la commune en termes d'accessibilité du service. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci. Nous avons eu une question orale déposée par le groupe Vivons Morlaix, qui est une question à tiroir, puisqu'il y a au moins 7 questions dans la question. Mais nous n'avons pas le nom du porteur de cette question. Qui la lit ce soir? Jean-Charles, nous vous écoutons. Monsieur le maire, chers collègues, lors d'un précédent conseil municipal, monsieur le maire, vous vous étiez engagé à accéder à une demande du groupe minoritaire, à savoir la tenue d'une réunion d'information du conseil municipal sur l'état d'avancement du programme PAPI et du projet de réouverture de la galerie de la Rivière en centre-ville. Une réunion d'information a bien été proposée au groupe minoritaire à Morlaix Communauté, mais c'est un dossier qui n'a toujours pas été abordé en ce conseil et nous pensons qu'une information précise et complète des élus municipaux et de l'ensemble des Morlaisiens est plus que jamais nécessaire. Je voudrais soulever plusieurs points. Considérant que l'avant-projet a été validé lors du COPIL du 12 mai 2022, considérant que vous avez fait de la démocratie participative une marque de votre pratique politique, quelles démarches de concertation ont été menées jusqu'à l'élaboration de cet avant-projet et avec qui? Par ailleurs, outre la réunion du 10 janvier à destination des commerçants du centre-ville, quelles démarches avez-vous prévu de conduire dans la suite de l'élaboration du projet? Avec qui? Et avec quelle marge de réorientation? Deuxièmement, considérant que le compte-rendu de l'avant-projet détaillé est prévu pour le second semestre 2024, à quel horizon estimez-vous le début des travaux? Troisièmement, considérant que le coût du PAPI annoncé à 20 millions d'euros lors de la signature de l'avenant le 9 novembre 2022 est chiffré désormais à 26,4 millions d'euros, on se reportera au débat d'orientation budgétaire de Morlaix Communauté du 30 janvier, que le produit de la taxe GEMAPI, 550 000 euros en 2021, sera porté à 1 050 000 euros en 2026, considérant que le coût du réaménagement urbain sur l'axe mairie-port n'est pas annoncé, quel impact financier avez-vous prévu pour la ville de Morlaix? Comment l'intégrez-vous dans votre programme pluriannuel d'investissement? Quel impact prévoyez-vous sur la fiscalité locale?
Quatrièmement, considérant que des places de parking seront détruites dans le centre-ville, comment seront-elles compensées? Où? En quel nombre? Et selon quel calendrier? Cinquièmement, considérant que les travaux perturberont la circulation et l'accès au centre-ville, quelles mesures compensatoires sont prévues au bénéfice des commerçants impactés? Sixièmement, considérant que les mesures de ralentissement dynamique des eaux dans les communes en amont de Morlaix sont abandonnées, quand un plan de talutage sera-t-il mis en œuvre, sachant que certaines études ont déjà été menées à l'époque par le syndicat mixte du Trégor dans le cadre du plan Breizh-Bocage. Cette opération permettrait également de limiter le transfert des sédiments vers le port de Morlaix et induirait des économies significatives sur le coût de l'évacuation des boues du port, 550 000 € annuels actuellement. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour les réponses que vous apporterez. Elles ont été travaillées, elles sont portées pour la majorité par notre tout nouveau premier adjoint, Patrick Gambache. Tout d'abord, merci pour vos questions. Effectivement, comme nous nous étions engagés, l'opposition municipale a été invitée le 13 décembre 2022 à une présentation complète de l'avancée des travaux du PAPI. À l'issue de celle-ci, nous avons noté l'expression d'une de vos colistières, c'est clair et rassurant. Cette réunion venait à la suite d'une information de la même nature du groupe majoritaire. C'est donc bien l'ensemble du conseil municipal qui a été exhaustivement informé. Dès le prochain Morlaix Mag, en cours d'impression, une information complète et précise de l'avancée du projet sera diffusée. Comme nous en avons pris l'habitude, cette année encore, nous irons à la rencontre des Morlaisiennes et des Morlaisiens durant nos paroles de quartier pour poursuivre les échanges sur le sujet. Enfin, pour vous rassurer, nous vous rappelons la composition du comité de pilotage du PAPI qui a travaillé notamment sur cette expertise scientifique. Madame la sous-préfète, Madame et Messieurs les maires des 9 communes du bassin versant de la rivière de Morlaix, Monsieur le Président du Conseil départemental du Finistère, Monsieur le Président de la Clé du Sage, Léon Trégor, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, Monsieur le Président de la Chambre commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne-Ouest, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère, Monsieur le Président d'Eau et Rivières de Bretagne, Madame la Présidente de Bretagne Vivante, Mesdames et Messieurs les coprésidents d'Ofil, du Quai Flotte et de la Panzée, et on rejoint une représentation de l'Association des commerçants de Morlaix. C'est au sein de cette instance collégiale qu'a été validée et retenue la solution hydraulique tant attendue pour protéger la ville depuis 1974. Le 12 mai, le scénario hydraulique et l'analyse coût-bénéfice a été validé par l'ensemble des participants. Avec cette solution en cas de crue trentenale qui sert de crue pivot aux travaux, 78% des coûts de dommages seraient évités, soit 10,4 millions d'euros qui seraient complètement évités de dépenser. Nous sommes donc depuis le 12 mai dans la phase de construction d'avant-projet détaillé du projet hydraulique qui se base sur des expertises techniques telles que les sondages que nous pouvons observer en ville actuellement. Elles doivent permettre la validation de l'ensemble des éléments constitutifs qui seront nécessaires à l'avancée du projet. L'état précis des galeries sera, lui, mené au mois de septembre et permettra de finaliser l'avant-projet. C'est alors seulement que nous pourrons confirmer la suite des travaux. C'est un travail d'expertise technique conséquent aux mains des professionnels. Pour répondre à votre première question, ce vaste projet est bien constitué de 2 parties. La première est la partie hydraulique, qui est une partie technique qui se focalise sur la question des réseaux. Et la seconde, qui elle, se focalisera sur le projet de rénovation urbaine. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque 2 d'entre vous l'ont voté lors du dernier conseil de communauté, qu'un chef de projet aménagement urbain sera prochainement embauché par Morlaix Communauté. Avec le directeur Action Cœur de Ville, déjà en place, il poursuivra et développera les concertations sur les aménagements urbains, qui à ce jour ne sont pas actés puisque le travail de construction du projet urbain est à venir. Nous avons au préalable besoin des conclusions techniques. À propos de la question numéro 2, des travaux nécessaires à la réflexion des réseaux sont incontournables, car trop souvent encore, les eaux usées et pluviales se mélangent en centre-ville. Pour répondre plus précisément à votre question, nous pouvons aujourd'hui, mais cela doit être considéré comme une date prévisionnelle, envisager un début de travaux hydrauliques en 2026.
Mais il faut bien avoir en tête qu'avec ou sans ouverture de la rivière, des travaux de réflexion des réseaux sont une absolue nécessité pour Morlaix. Pour ce qui est de la question 3, le projet d'aménagement urbain nous permettra, une fois élaboré, d'en définir les coûts et donc, en temps voulu, de les inscrire dans le PPI de la ville. Avec ou sans PAPI, ces espaces urbains étaient de toute façon à reprendre car ils sont en bout de course. Les coûts de réflexion des réseaux sont pris en charge par la communauté et les travaux de protection des inondations seront portés par la solidarité communautaire avec la taxe GEMAPI. Pour vous rassurer, nous n'envisageons pas d'activer le levier fiscal communal. Pour répondre à la 4e question, nous nous sommes engagés à minima à reconstituer dans le périmètre du centre-ville le nombre de places de stationnement équivalent à celui existant aujourd'hui. À propos de la question numéro 5, comme nous l'avons indiqué plus haut, les travaux de réfection de l'espace urbain, comme des réseaux souterrains, sont incontournables. Les travaux seront gérés par phase pour permettre l'accessibilité du centre-ville. Par ailleurs, comme annoncé lors de la réunion du 10 janvier, un dispositif de compensation de pertes pour les commerçants est en cours d'étude avec la CCI. Pour terminer et répondre à votre 6e question, les mesures agro-environnementales ne sont pas abandonnées et chaque année, un bilan de reconstitution des talus est présenté à un conseil de communauté. En effet, ces efforts pour éviter le transfert de sédiments doivent se poursuivre. Il est à noter que 6 à 7 km de talus sont reconstitués chaque année dans le cadre du programme Braise-Bocage. Merci. Merci de cette réponse apportée. Chers collègues, quelquefois il y a peu de délibérations, mais elles sont importantes pour l'avenir de notre ville. Merci du temps accordé à la gestion de la commune. À très bientôt. On se retrouve le 2 mars pour le débat d'orientation budgétaire. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.